Je ne sais pas si vous nous entendez. En tout cas, bienvenue pour ce nouveau webinaire de CFS+, qualité et formation professionnelle, qui est notre chaîne. C'est la première fois que nous sommes sur cette Webikeo. Voilà, ça a un petit peu changé par rapport à nos webinaires précédents. Merci à Webikeo de faire évoluer le système puisque Flash va disparaître. Donc là, on n'est plus sur Flash. Nous allons parler cet après-midi donc de la question de l'accessibilité des prestations de formation avec Thierry Lietz, que je salue, Thierry, qui va se présenter, et Audrey Magnez d'Access 42 qui va... Alors Thierry d'abord. Bonjour Michel, bonjour à tout le monde. Donc Thierry Liès, Société Liès Access, je suis consultant formateur en accessibilité des bâtiments. Donc j'assiste mes clients qui sont des gestionnaires d'établissements recevant du public à se mettre en conformité avec les règles de l'accessibilité. Donc je fais de l'audit, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de la formation. Donc je travaille surtout avec des collectivités, mais aussi avec des indépendants et des organismes de formation. On fait aussi de la formation pour les élus locaux. Et voilà, plein de choses encore. Oui, Audrey, à toi. Okay. Bonjour, Audrey Magnès. Audrey Magnès, je travaille pour Access 42. Je suis experte accessibilité numérique. Donc chez Access 42, on est spécialisé dans l'accessibilité numérique. Hein, c'est vraiment notre cœur de métier. On intervient à toutes les phases du projet. On fait de l'accompagnement à la conception de supports, de sites web. On fait de la formation, etc. On fait des audits d'accessibilité numérique. Voilà, et je vais vous expliquer plus en détail ce qu'est l'accessibilité numérique par la suite. Et vous préparez maintenant à une certification oui. Officiellement reconnue, inscrite au répertoire spécifique des certifications et habilitations depuis peu. Et cette certification, c'est concevoir et créer des sites web accessibles, c'est ça quel est le titre de... C'est ça, c'est une certification qui est à destination particulièrement des développeurs. Voilà, donc c'est développer des sites web accessibles. Donc c'est une développer des sites web accessibles. C'est ça. Ce qui est une certification importante. Hein. Exactement. Alors, c'est Thierry qui va commencer par nous parler d'abord de l'accessibilité du bâti, des bâtiments, voilà, puisque surtout ce qui nous intéresse, c'est comment on accède aux prestations d'action de formation. Alors bien, il y a la question d'adapter nos formations quand on a des personnes en situation de handicap, mais il y a toujours la question de l'accessibilité des bâtiments. Et il y a des règles précises là-dessus. Donc Thierry, je te laisse nous expliquer. Alors, on va essayer de faire court avec le temps qui nous est imparti. Donc, je vous propose 3 petits chapitres. Les enjeux, premièrement. Et ensuite, nous verrons quelles actions mettre en place qui sont en lien avec la réglementation et d'autres avec l'indicateur 26 de Calliope qui nous intéresse aujourd'hui. Je passe à la diapositive. Ah oui, c'est vraiment flou. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, en fait, la loi… Oui, Michel? Non, mais normalement, ça devrait pas être flou. D'accord. Donc, je ne sais pas, parce que pour moi, pour Tanguy, c'est bon. Donc, j'espère que pour tout le monde, c'est pas en flou. effet, ça bouge un petit peu, ça revient pour moi. Ludivine nous dit que l'image est floue. La page affichée est floue. Donc, moi, je ne sais pas comment régler ça avec Webikeo, parce que l'image affichée est floue. Oui, alors, hop. C'est un peu embêtant. Ah oui, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Oui, c'est Tanguy qui reprend la main sur l'affichage. Donc c'est la diapositive qui précède. La diapositive précédente, Tanguy. Voilà, merci. C'est ni fait ni à faire, ça. Bon, bref, alors, c'est les inconvénients d'un nouveau démarrage, d'un nouveau système. Voilà. On ne voit pas la diapositive en entier. Il faudra régler elle n'est pas ajustée à tout l'écran. Voilà. Oui.
Donc, oui, la loi handicap, qui s'appelle aussi loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, c'est vraiment notre cœur de métier, notre cœur de préoccupation. C'est une loi qui a remis en place et en avant l'inclusion des personnes handicapées ou plus largement des personnes en situation de handicap. Ah, on a perdu la diapositive. Et là, est-ce que c'est flou? Un peu mieux. Non, ça peut aller. Bon, allez. Et du coup, cette loi nous donne 4 idées fortes. C'est sur celle-là qu'on peut se focaliser. Donc, c'est la prise en compte de tous les handicaps. Alors, tous les handicaps, ils ont été classés soit en 4 grandes familles, soit en 6 grandes familles. Donc, vous les connaissez, on ne va pas revenir là-dessus. Et le deuxième point fort, c'est la continuité de la chaîne de déplacement et de participation, et bien sûr avec la plus grande autonomie possible. Voilà, on trouve tous ces termes. Qui dit continuité, ben, on va essayer de ne pas avoir de rupture dans cette chaîne de déplacement. Alors, comme on le voit en dessous avec les dessins, on peut imaginer une grande chaîne de déplacement qui irait de mon domicile jusqu'au lieu où je perçois la prestation de mon établissement en soins public. Et donc, entre mon domicile et ce lieu, eh bien, en effet, je vais utiliser un site internet, le site internet de l'établissement, par exemple, pour voir s'il est accessible ou pas. Je vais utiliser les transports en commun, je vais utiliser l'espace public, la voirie. On n'est pas sur la bonne diapositive. Voilà. Et du coup, pour pouvoir… Alors, c'est toute cette chaîne de déplacement qu'il est intéressant de voir s'il n'y a pas de rupture, si elle peut être suivie par tout le monde, empruntée par tout le monde. C'est-à-dire pour toutes les formes de handicap, visuel, auditif, psychique, mental, etc. Donc voilà le deuxième point. La troisième idée forte de la loi, c'est en effet qu'on va faire une concertation avec tous les usagers concernés. Et là vont intervenir les associations de personnes handicapées et qui eux-mêmes font partie aussi de commissions, des commissions qui vont statuer sur des dossiers qui vont être remis, soit de demande d'autorisation de travaux, soit d'autres. Voilà. Donc il y a cette idée forte aussi de concertation. La quatrième, eh bien, en effet, elle met en place des réglementations avec des arrêtés pour auditer tout ce qui est bâtiment, mais pas seulement. Il y aura aussi les transports, la voirie, comme on vient de le voir. Et puis, il y aura l'accessibilité numérique. Donc, un audit pour savoir qu'est-ce qui n'est pas conforme et avec des préconisations pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et une programmation, ça a été le cas avec les ADAP, pour pouvoir prendre le temps de mettre aux normes sur 3 ans, sur 6 ans. Donc, voilà cette grande chaîne de déplacement que je vais montrer. On peut aussi parler d'une plus petite chaîne qui serait à l'intérieur de l'établissement recevant du public. Voilà, être informé, accéder, se déplacer, circuler, profiter des prestations qui sont dans l'établissement. Et ces prestations étant assez… il faut en faire un petit catalogue assez étendu parce que c'est comme ça qu'on va se rendre compte si c'est conforme ou pas et si la personne peut vraiment s'y retrouver par rapport à son handicap ou à sa déficience ou à sa différence. Donc, nous avons l'habitude, dans ces cas-là, quand on arrive sur un établissement, de faire la liste des prestations qui sont proposées par cet établissement. Et ce n'est pas l'établissement qui nous guide, mais les prestations, les usages qui sont proposés donc, aux usagers. Par exemple, s'il y a un distributeur de boissons, ben, on va regarder si ce distributeur de boissons est accessible. Voilà, c'est pas parce qu'on est juste dans une bibliothèque qu'on va regarder est-ce que les livres sont accessibles. On va regarder toutes les prestations qui sont attachées au lieu. S'il y a un petit coin repos, est-ce que ce coin repos est accessible à tout le monde aussi, etc. Oui, c'est pas seulement le bâti et pas seulement l'accessibilité, ça va plus loin que c'est. Et c'est un petit peu ça, c'est aussi l'accessibilité de nos prestations de formation, du coup. Hein. Voilà. Alors, du coup, on pense au bâtiment. Bien sûr, il y a aussi, on l'a appelé l'accessibilité du bâti, mais on a aussi l'accessibilité de l'extérieur. Si l'établissement a un parc, s'il a des cheminements extérieurs, bien sûr qu'on prendra en compte tout ça. Dès qu'on rentre dans la parcelle du propriétaire ou de l'établissement, on commence l'audit. Entre le domaine public et le domaine privé, c'est là que commence l'audit. Donc, en effet, ça peut être de l'éclairage, ça peut être la consistance du terrain,
des obstacles en saillie, etc. Et c'est là qu'on va retrouver beaucoup de petites règles. Mais comme je le disais, ce n'est pas seulement le bâti et les extérieurs, mais les usages qui sont proposés, les prestations qui sont proposées au public qui vont attirer notre attention pour savoir si on peut les utiliser. On peut très bien être sur un cheminement et puis ne pas voir qu'il y a une poubelle pour mettre des déchets qui est située 1 mètre dans la pelouse. Plus loin, ben, la personne en situation de handicap peut-être ne pourra pas accéder et mettre ses déchets dans la poubelle. Eh ben, ça sera une gêne pour elle. Donc, on va regarder tous les usages qui sont proposés, y compris voilà, une poubelle, un cendrier, des petites choses comme ça. Donc, il est bien question d'usage et d'usager. Je vais demander à Tanguy de reprendre la main sur parce que tout le monde se plaint que l'image est floue, donc peut-être que Tanguy peut rediffuser, voilà, avec le PowerPoint, ou voilà. Effectivement, j'aurais pu envoyer là c'est le PDF, donc c'est pour ça que c'est petit. Enfin bon, bref. On continue, pardon Tanguy, pardon tout le monde, excuse-moi Thierry. On peut passer à la suivante. Merci. Donc, du coup, les objectifs de la loi, ça peut se résumer en un mot, accessibilité, c'est rendre accessible. L'accessibilité a connu une définition dans les années 75. On parlait de faciliter l'accès aux personnes handicapées et cette définition a évolué. En 2002, on a parlé de permettre l'usage sans dépendance. Et en 2005, on arrive à une notion un peu plus élaborée encore, permettre l'autonomie et la participation. Donc, la participation, c'est aussi un mot que j'aime beaucoup parce que c'est pas seulement bénéficier des principales prestations d'un établissement, mais bien de toutes. Je veux aller fumer dans le coin des fumeurs, c'est peut-être pas la prestation la plus importante d'établissement, mais c'est participer à la société et à la citoyenneté. Donc, tout le monde doit pouvoir faire la même chose. Donc là, une petite image qui illustre bien le propos. L'image du milieu est peut-être encore discriminante parce qu'on est obligé de s'occuper de cette personne. Cette personne n'a peut-être pas envie de montrer sa différence. Et ça sera, par exemple, on va lui mettre une rampe amovible, on va lui apporter une aide humaine. Alors, que de l'autonomie, c'est peut-être aussi trop fort. C'est bien aussi qu'il y ait la citoyenneté, le partage, mais pour la personne, on va quand même viser, pour la loi toujours pareil du 11 février 2005, l'autonomie et la plus grande autonomie et donc l'accessibilité. Donc, l'environnement, s'il est complètement adapté, eh bien, on ne trouve plus de situation de handicap. Voilà comment tout le monde s'y retrouve. Parfait. Très bien, le dessin est très parlant, effectivement. Oui, j'ai bien aimé ce dessin. Parlant. Alors, Thierry, on va peut-être répondre à 2 ou 3 questions. C'est dans les usages d'un ERP, incluez-vous les formations proposées? Alors, les formations proposées, ben oui, tout à fait, parce que si une formation, par exemple, elle se passe à l'extérieur du bâtiment, dans un certain endroit, eh ben, on va aller voir si dans cet endroit est accessible. Donc, c'est pour ça que c'est les prestations vraiment qui vont nous guider par rapport à notre audit. Eh oui, c'est pas seulement le bâti qui est analysé, c'est toutes les activités qui sont pratiquées à l'intérieur. Alors, pour le numérique, là, tout à l'heure, Audrey nous expliquera aussi. On peut avoir par exemple une activité où on est sur des tables hautes, ben mince, on n'avait pas pensé à la personne qui est assise dans un fauteuil roulant, elle ne pourra pas accéder à la table haute. Donc voilà, et là on se pose la question, ben, il faut lui adapter sa hauteur de table. Donc si une activité est liée à un matériel précis, à un endroit précis, un déplacement, enfin voilà, c'est là qu'on va regarder. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, oui, apparemment, je me suis trompé dans le document de téléchargement accessible, ça m'étonne un petit peu, mais puisque c'est le document du 16 avril, ça m'étonne un peu, mais bon. En tout cas, je regarderai, ce sera après le webinaire. Il y avait une autre question qui était en tant qu'indépendante, je donne une formation par le biais d'un organisme certifié. Calliope dois-je également être certifié? La réponse est non, mais c'est une question qui n'a pas de rapport direct avec la question du jour, qui est l'accessibilité. Voilà. Bon, ben, on passe à la suite, Thierry. D'accord.
Merci d'avancer un petit peu le diaporama. Donc, on arrive au deuxième chapitre de l'ordre du jour, qui sont les actions réglementaires. Donc, un organisme de formation, j'ai plutôt envie de dire un centre de formation, puisqu'on part du bâti, c'est un établissement recevant du public de type R. Alors, les établissements recevant du public sont classés par la réglementation sécurité, incendie, de secours, en différents types par rapport à leur activité. Ça correspond à une activité. Et le type R, ce sont les établissements d'enseignement. Donc, bien sûr, un centre de formation est soumis aux obligations d'accessibilité aux personnes handicapées. Alors, on peut trouver des centres de formation qui sont privés, c'est-à-dire qu'ils ne forment que le personnel interne. Donc là, on n'est pas dans un établissement qui reçoit du public. Donc, du coup, on échappe aux règles de l'établissement qui reçoit du public. Mais on peut très bien, tout dépend comment, par exemple, sont organisées les inscriptions. Est-ce que quelqu'un, à un moment donné, peut arriver de l'extérieur ou pas? Est-ce qu'il peut y avoir de l'intra plus de l'inter? Est-ce que dans le bâtiment, il y a déjà des zones, des pièces qui sont appelées sanitaires adaptées, des choses comme ça? À partir du moment où c'est accepté, dessiné comme ça, déclaré comme ça, il faut bien sûr que ce soit adapté. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a des paramètres à prendre en compte pour savoir si on est bien dans un ERP, j'ai commencé de l'expliquer, et puis si tout est un ERP, et la date du permis de construire sera aussi un facteur déterminant pour savoir quelle est la réglementation à prendre en compte. La catégorie de l'établissement va jouer aussi, et voilà, quelques petits détails comme ça. Donc, on peut les prendre un par un. Alors, le périmètre de l'ERP. Comme je disais tout à l'heure, dès qu'on rentre dans la parcelle, on est dans l'ERP, mais peut-être que dans cette parcelle, il y a un parking pour les visiteurs, un parking pour le personnel. Forcément, la partie qui est réservée au personnel ne sera pas auditée. Une fois qu'on rentre dans le bâtiment, il y a peut-être des bureaux dans lesquels le public ne va pas. Donc, cette partie-là ne sera pas auditée. Donc, on sépare bien, on fait un zoning, comme on appelle aussi un zonage, la partie ERP, la partie privée. Pardon, pas privé, personnel. Le personnel et le public. On peut aussi avoir du public qui va vers des bureaux, du personnel. On appelle ça cette zone accompagnée du personnel. Mais on n'est toujours pas considéré dans l'ERP. On n'est pas obligé dans cette zone de répondre aux critères de l'ERP. Maintenant, on a aussi la date du dépôt du permis de construire qui va jouer pour savoir sur quelle réglementation on doit s'appuyer. La première réglementation a été en vigueur au 1er janvier 2007, celle qui suivait la loi du 11 février 2005. Et oui, voilà, était applicable au 1er janvier 2007. Donc, tous les permis de construire déposés à cette date devaient respecter la réglementation. Donc, on appelait ça des établissements accessibles lors de leur construction. Avant cette date, c'est-à-dire les permis de construire déposés avant le 1er janvier 2007, sont appelés aujourd'hui des bâtiments dans un cadre existant. Et comme il y a eu des assouplissements sur la première réglementation, aujourd'hui, depuis le 8 décembre 2014, pour les bâtiments dans le cadre bâti existant, on applique la réglementation donc, du 8 décembre 2014. Vous voyez déjà, rien que la date du permis de construire m'a donné 2 réglementations. Si je construis aujourd'hui, je devais devoir respecter la réglementation du 20 avril 2017, parce que la précédente a évolué. Donc voilà par rapport à la date du permis de construire. Donc pour le cadre bâti existant, comme on n'avait pas l'obligation de respecter la réglementation qui était, forcément, la réglementation est arrivée après le bâtiment. Donc du coup, on procède à des diagnostics, à des préconisations et à des réalisations de travaux. Ce qui normalement ne doit pas être le cas pour les bâtiments qui sont construits depuis la réglementation. Troisième point, la catégorie de l'établissement. C'est aussi un point très intéressant. En 5e catégorie, c'est-à-dire les petits bâtiments, les petits établissements, pardon. Alors c'est pour notre type R, qui nous préoccupe, c'est-à-dire les établissements d'enseignement.
il s'agit de ne pas dépasser 200 personnes. Disons que c'est moins de 200 personnes. À partir de 200 personnes, on est déjà dans la 4e catégorie, qui est juste au-dessus. Mais c'est un petit peu plus compliqué que de dire 200 personnes, puisque si j'ai un sous-sol ou un étage ou des locaux à sommeil, je réduis ce seuil à 100 personnes, voire à 30 personnes quand j'ai des lieux à sommeil. C'est-à-dire que si j'ai un établissement d'enseignement, donc un centre de formation, dans lequel il y a des locaux à sommeil, à partir de 30 personnes, je suis classé en 4e catégorie. Et qui dit 4e catégorie et les suivantes, je suis dans le premier groupe. Et dans ce premier groupe, j'ai une autre obligation, c'est-à-dire, c'est mon deuxième petit tiret, toutes ces zones ouvertes au public doivent être accessibles. Alors que dans mon premier cas, je dois pouvoir rendre les prestations accessibles. Il y a une grosse nuance, c'est-à-dire que je vais me focaliser sur mes prestations et c'est elles que je vais déplacer éventuellement sur l'espace accessible. Je prends un exemple. Vous avez plusieurs salles de formation. Vous en avez dans l'étage et vous en avez au rez-de-chaussée. Alors, quand on dit rez-de-chaussée, c'est un peu réducteur, il faudrait dire niveau accessible. Donc, au niveau accessible, j'ai des salles et j'en ai à l'étage. Si toutes les formations qui sont apportées dans l'établissement peuvent être apportées au niveau accessible, je remplis mes obligations quand je suis en 5e catégorie. Si je suis au-dessus de cette catégorie, toutes mes salles de classe doivent être accessibles. Et c'est là que va intervenir l'obligation d'avoir un ascenseur pour aller dans ces salles. Bon, l'obligation d'un ascenseur est aussi liée à une limite de 50 voire 100 personnes. Donc, il faut vraiment un gros établissement pour pouvoir avoir l'obligation de mettre un ascenseur. Voilà ce que je peux dire par rapport à la catégorie de l'établissement. Alors, tout ça est très complexe hein, quand on est propriétaire de locaux, quand on est organisme de formation, qu'on a un bâtiment. Moi, je connais quand même maintenant pas mal d'organismes de formation dans toute la France et c'est vrai que quelquefois se pose la question de l'accessibilité. J'ai envie de dire que l'organisme de formation qui est propriétaire est confronté à toutes les questions que Thierry vient de nous expliquer. Après, il y a beaucoup d'organismes de formation qui disent moi, je n'ai pas de locaux, alors comment je réponds à l'indicateur 26 hein, c'est un petit peu voilà une question qui se pose. Ou bien je ne fais que de la formation à distance. Moi, c'est que du à distance. Alors là, c'est coucou Audrey. C'est Audrey qui va nous parler de l'accessibilité numérique. Hein, c'est le point suivant après. Mais qu'est-ce que je dois répondre? Alors, j'ai toujours envie de dire, vous devez répondre que Thierry va nous expliquer. Avant ça, Thierry, juste 3 questions qui sont posées. Je réalise mes formations au sein des hôpitaux. L'accessibilité est-elle conforme à la certification RNQ? La certification RNQ, elle vient pas refaire la réglementation qui est en train de nous expliquer Thierry ou que va nous expliquer Audrey après sur le numérique. Hein. Les obligations de preuve, c'est comment vous prenez en compte cette question. Ça veut dire que c'est pas non plus si vous avez des locaux et que ces locaux sont éligibles à toutes les catégories que Thierry vient de nous décrire, vous devez démontrer que vous avez fait ce qu'il fallait. Si Thierry nous dit l'unité de vie familiale, c'est-à-dire que si j'exerce dans mon domicile, c'est encore une autre question. Et si je n'ai pas de locaux, alors Thierry, tu vas nous répondre du coup. Alors justement, je voulais faire l'enchaînement avec le 5e point de cette diapositive. Ce qu'on appelle l'unité de vie familiale. J'ai repris vraiment les termes de l'argumentation, c'est-à-dire que je suis à mon domicile, j'ai dans mon bureau, je peux même avoir une pièce dédiée pour cela, j'accueille des stagiaires. Eh bien, dans cette pièce, je ne suis pas considéré comme un ERP parce que ça fait partie de mon unité de vie familiale. Donc, il ne faut pas que ça soit une pièce à part, qu'il y ait une entrée à part, qui soit, même si c'est collé à la maison, par exemple, il y en a qui pourraient dire, moi, je vais aménager mon garage. Et puis, en fait, il y a une entrée spéciale après, directement là. On n'est plus dans l'unité de vie familiale. Il faut que ça soit, cette pièce me sert aussi pour moi. Je passe dans le même couloir, voilà. Et ça fait partie de l'unité de vie familiale.
Donc, pour finir avec ces paramètres à prendre en compte, j'avais mis aussi la responsabilité de mise en conformité. Alors, qui est responsable? Est-ce que c'est le propriétaire ou le locataire? Et alors, du coup, là aussi, il faut, la seule chose pour le savoir, c'est de regarder son bail. Parce que le propriétaire, c'est lui le responsable. Mais s'il vous a transféré ses obligations dans le bail, c'est vous, du coup, qui devez faire la mise en conformité à vos frais. Alors, je dis à vos frais. Oui? Oui, pardon, vas-y, finis, Alors, excuse-moi. quand je dis à vos frais, il y a quand même une petite nuance parce que depuis la loi Pinel du 5 novembre 2014, on ne peut pas imputer aux locataires, aux preneurs, des travaux importants. Voilà. Alors, à savoir que ces dispositions, elles ne concernent que les baux commerciaux conclus ou renouvelés à côté de cette date, du 5 novembre 2014. Voilà. Parce qu'après, ça a été la porte ouverte, les propriétaires n'ont pas voulu faire la mise en conformité et ils ont tout mis sur le dos des preneurs qui, eux, ne se rendaient pas compte que ça allait pouvoir coûter quand même beaucoup d'argent de faire certaines choses. Donc, vous pouvez toujours, voilà, tout dépend à quelle date vous avez signé votre bail. Voilà. Alors, juste avant de passer, est-ce que le document est toujours flou là? C'est quand même lisible, on va continuer comme ça. Alors, donc, on avait une question qui est importante, c'est est-ce qu'on peut parler là, on parle finalement que des personnes à mobilité réduite et il y a tous les autres familles de handicap. Hein, c'est une remarque faite dans le chat et se pose vraiment la question de l'accessibilité de la prestation et pas seulement l'accessibilité du bâti, mais pour d'autres familles de handicap, c'est la question aussi. Mais on va en reparler après avec Audrey aussi. Voilà, je ne suis pas revenu sur les familles de handicap puisque ça faisait l'objet du précédent webinaire. Mais c'est vrai qu'on a les cas de famille, moteur. Alors, moteur, c'est pas seulement le fauteuil roulant non plus, c'est les personnes en béquille ou en début ambulateur ou qui ont une difficulté à se déplacer. On appelle ça aussi des personnes malmarchantes. Après, il y a le handicap visuel, le handicap auditif. Dans chacune de ces familles, il y a aussi les malvoyants, les non-voyants, les malentendants, les non-entendants. Et on a, après, une famille encore plus étendue, le handicap psychique, mental, cognitif, intellectuel. Et puis, on peut aller comme ça. Il y a aussi les maladies invalidantes. Donc, c'est vraiment toutes les manifestations de handicap ou de situation de handicap. Voilà. Moi, j'enlève mes lunettes, je suis en situation de handicap. Là, on a le diaporama qui est flou. Nous sommes tous en situation de handicap. Ouais, on est tous en situation de handicap. Alors, je repasse la main à Tanguy pour qu'il réaffiche de son côté, parce que c'est mieux quand c'est lui, quoi. Voilà. Désolé, hein. Voilà. Merci Tanguy. Donc, c'est les inconvénients de ce démarrage d'un nouveau système. Alors, on répondra à la question juste après, parce qu'il y a une question en suspens encore. Comment je fais quand je fais des formations qui ne sont pas dans mon établissement, que je vais ailleurs? Là, j'ai envie de continuer sur ce qui est le cas le plus général. C'est peut-être pas le cas le plus général pour les organismes de formation, mais bon, on va rester sur l'ERP, l'établissement, qui est physiquement qui est celui de l'organisme. Donc, une petite liste chronologique de démarches à faire. Donc, depuis 2 ans et demi, on a l'obligation d'avoir un registre public d'accessibilité. Ce registre, quoi qu'on ait fait, quoi qu'on fasse, il faut le créer dès que possible. Voilà, c'est une obligation, au même titre que d'être accessible. Alors, ce registre public, il a l'avantage de dire quels sont les travaux qu'on a réalisés, comment on a mis, est-ce que toutes les prestations qui sont délivrées sont accessibles. Donc, voilà, on dit aussi qu'on a informé notre personnel d'accueil ou qu'on l'a formé. On dit qu'on entretient notre matériel adapté régulièrement. Et on montre tous les documents qui ont servi, qu'on a reçus. On a déposé un ADAP, on a fait faire une attestation, on a reçu une approbation d'un dépôt d'ADAP. Voilà, tous les documents sont conservés dedans. Et du coup, n'importe quelle personne usagée qui arrive à l'accueil de l'établissement peut dire « je souhaiterais voir le registre public d'accessibilité ». Au mieux, ça serait bien qu'il soit sur le site internet de l'établissement pour que la personne en situation de handicap puisse les consulter avant de venir.
Parce que si elle apprend dans ce registre qu'en fait, l'entrée n'est pas accessible pour l'instant parce qu'il y a 2 marches et qu'on va faire une rampe l'année prochaine, elle ne pourra même pas arriver jusqu'à l'accueil. Donc, autant qu'elle le sache avant. Donc, voilà, le registre public, il informe de la situation. Donc, ce registre, il faut le faire dès que possible, même si on n'a pas commencé encore à traiter l'accessibilité. Du coup, ce registre, il va évoluer comme tout registre. Hein, il est vivant avec l'établissement. Ben, c'est le point 8 que je mets après. Non, ce n'est pas le point 8, c'est le point 9. On ne voit pas. Je le mets à jour. Non, c'est le point 7. Pardon, c'est le point 7. Je mets à jour et complètement voilà, registre. je mets à jour. Voilà. Ouais, voilà. Donc ensuite, après le point 2, donc si j'ai déposé un ADAP et qu'il a été approuvé, je réalise les travaux programmés. J'ai pu déposer un ADAP sur 3 ans ou sur 6 ans si j'avais un gros établissement. Et chaque année, je me suis engagé à faire des travaux. J'avais dit, ben, la première année, je vais m'occuper de l'entrée, la deuxième année, je vais m'occuper de l'accueil, la troisième année des sanitaires. J'avais la possibilité, quand j'ai déposé mon ADAP, ça remonte à 2015 normalement, et au plus tard, au 31 mars 2019, date à laquelle on ne peut plus déposer d'ADAP, je pouvais donc étaler les travaux. Maintenant, on est arrivé à la fin de ces 3 ans qui étaient possibles, donc l'État vous demande de faire les travaux tout de suite, de les déclarer, bien sûr. On n'a plus la possibilité d'étaler dans le temps. Donc, je réalise des travaux. Sinon, je fais réaliser un diagnostic d'accessibilité. Si je démarre vraiment à zéro, que je n'ai toujours rien fait, je fais faire un diagnostic d'accessibilité qui va me dire, voilà, ça n'est pas conforme. Et pour gommer ces non-conformités, voilà quelles préconisations vous pouvez mettre en œuvre. Alors, question, est-ce que je dois avoir un registre d'accessibilité même si j'ai pas de locaux ERP? Première question. Deuxième question, quand je fais et ça, je vais répondre, c'est pour l'indicateur 26, quand je fais des formations dans un hôtel, dans un centre d'affaires, que je loue des salles finalement, quelles sont mes responsabilités? Là, j'ai envie de dire, vous devez vous assurer avant de passer votre commande avec le lieu que vous allez louer, qu'il correspond aux besoins que vous avez si des personnes en situation de handicap se sont inscrites ou sont inscrites chez vous. Et par précaution, vous devez demander une exigence de dire accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, parce que le reste va un peu avec, et lumière du jour, parce que c'est pas pour les handicaps, mais avoir un groupe pendant une journée dans un local qui est sans lumière du jour, ça handicape très vite tout le monde. Donc, si je me déplace toujours dans d'autres organismes, dans d'autres salles, forcément, le registre public d'accessibilité, il est attaché à un établissement. Donc, l'établissement, et il doit être à l'accueil de l'établissement. Mais par contre, il va communiquer sur les prestations qui sont délivrées par cet établissement. Donc, après, forcément, là où je vais louer une salle, je vais demander, s'il vous plaît, envoyez-moi votre registre public d'accessibilité afin que je me rende compte du niveau d'accessibilité et si ça me correspond. Ça correspond aux personnes qui vont venir donc être en stage. Et si j'avais envie d'aller un peu plus loin, c'est quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé, mais je peux très bien ne pas avoir de centre et me dire, tiens, je vais quand même faire un registre parce que je vais dire que quand je me déplace, eh bien, mes prestations vont être accessibles. Voilà, je dis ça en même temps sans y réfléchir, mais il faut voir toujours la finalité du document et pas seulement sa forme. À quoi il sert? Donc, il doit communiquer sur l'accessibilité de vos prestations. Quand vous louez une salle, bien sûr que cette salle, c'est une prestation apportée par un autre établissement, mais dans cette salle, vous allez y faire des choses. Donc, vous pouvez peut-être penser, si c'est vous, par exemple, qui amenez la machine à café, est-ce que cette machine à café sera accessible? Voilà. Vous devez vous poser la question des usages. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Je continue sur le point 4. Non, parce qu'il va falloir qu'on passe à l'accessibilité numérique maintenant. Très bien. Parce que, voilà. Je pense que tout le monde a compris. J'étais en train de répondre à une question par écrit, là, quelqu'un qui nous dit, mais si, comment je vais justifier tout ça par rapport à Calliope? Et Francis, que j'approuve, répond, mais le Calliope n'est surtout pas un audit réglementaire. On vient pas vérifier si tout ça vous êtes conforme. Ce qu'on vient vérifier avec Calliope, c'est les processus, et que toutes ces questions liées à la question du handicap, de l'accessibilité, etc., sont prises en compte.
compte. Donc, je vous renvoie au webinaire du 16 avril, le mois dernier, où on parlait de ça de façon globale. Avant aujourd'hui de faire un focus spécifique sur les questions d'accessibilité des bâtiments, des lieux et des prestations, puis l'accessibilité numérique, comme on va voir tout de suite, puis que quelqu'un nous dit « je ne fais que des MOOC ». Ah ben, si vous faites que des MOOC, c'est plus l'accessibilité du bâti, l'accessibilité des lieux, des locaux, c'est l'accessibilité numérique. Et là, c'est Audrey qui va nous guider là-dessus. Parce que vous avez aussi là des obligations, au moins de pouvoir répondre si on vous fait des demandes, etc. Donc, la question de Calliope, c'est plus est-ce que vous avez un référent handicap? Est-ce que vous avez des liens avec les associations comme ou avec la GFIP de votre département? Montrer que ces choses-là, ces questions liées au handicap sont prises en considération chez vous. Alors après, il y a des obligations réglementaires, des obligations légales quand on est propriétaire, etc. C'est pour ça que j'ai demandé à Thierry, qui est quand même un grand spécialiste du sujet, de venir nous éclairer sur ces choses qui sont quand même très complexes du point de vue réglementaire. Je peux dire encore deux petits mots sur… oui, vas-y. Et je laisse la place à Audrey. Alors là, on a parlé des ERP, et c'est vrai que quand on arrive dans un établissement et qu'on fait de la formation en intra, on se retrouve lié au code du travail, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un ERP. Donc là, il y a des décrets, il y a des articles dans le code du travail qui parlent de ça, et c'est un peu flou aujourd'hui au niveau de l'application parce qu'on attend un arrêté. Voilà. Donc on a des obligations par rapport aux bâtiments neufs, et pour le reste, on trouve des choses, mais quand on creuse un peu, il y a des articles abrogés, il y a des choses qui ne sont pas vraiment applicables, on attend des précisions. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. La diapositive suivante sera la dernière, je crois, de mon intervention. La suivante, Tanguy. Voilà. Oui, l'indicateur 26, donc… Voilà, nous, notre objectif, c'est donc de pouvoir accueillir, donc de mobiliser les expertises, les outils et les réseaux nécessaires. Donc, j'ai envie de dire, si la prestation est dispensée dans un ERP, on doit être conforme, qu'on soit chez soi ou chez les autres. Et si elle est délivrée dans un ERT, c'est-à-dire un établissement des travailleurs, on doit aussi atteindre ces objectifs, puisqu'on a de toute façon l'indicateur 26 de Calliope à atteindre. Voilà. Donc, je vous ai mis quelques petites pistes, voilà, par rapport à tout ce qu'on a dit. Est-ce que mes prestations, est-ce que les usages sont accessibles? Alors, on se pose toutes sortes de questions. Est-ce que l'infirmerie est accessible? Est-ce que la salle d'examen est accessible? Il faut aller jusqu'au bout. Je vous remercie. Bravo Thierry. Merci Thierry. On reviendra certainement à toi. On me fait juste une remarque que j'aime beaucoup. Et ça, c'est Allô Tanguy, bonjour Webikeo. C'est pourquoi ce webinaire n'est-il pas sous-titré? C'est-à-dire que la question de l'accessibilité de ce que nous sommes en train de faire. C'est très pertinent. J'aime beaucoup ce clin d'œil. Voilà. Alors, justement, ça nous amène sur l'accessibilité du numérique, chère Audrey. Oui. C'est toi qui prends la main maintenant. J'y vais. Du coup, juste, Tanguy, si vous pouviez faire… Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, super, merci. Donc, on va parler d'accessibilité numérique. Vous pouvez passer directement à la diapo d'après, Tanguy. Ok, super. Donc, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Je vais vous définir ce que c'est l'accessibilité numérique, parce que je pense que c'est un milieu assez méconnu, enfin, c'est un domaine assez méconnu. Donc, l'accessibilité numérique, c'est c'est de rendre tous les supports numériques utilisables par les personnes en situation de handicap et rendre ces supports numériques compatibles avec des technologies d'assistance. On va rendre accessibles des sites web, des applications mobiles ou des documents PDF, des documents Word. On va rendre accessibles des vidéos, tout ce qui se consulte sur le web. Donc, qu'est-ce qu'une technologie d'assistance? Vous avez des petites illustrations sur la droite. C'est une technologie indispensable pour certains utilisateurs qui va leur permettre d'accéder au contenu et d'interagir avec ce contenu. Je vais vous illustrer ça. Donc, par exemple, les personnes aveugles, elles naviguent sur le web avec un lecteur d'écran. Un lecteur d'écran, c'est un logiciel qui lit la page web et qui la retranscrit à l'utilisateur ou l'utilisatrice au moyen d'une synthèse vocale qui va lire le contenu affiché sur un écran. Ou, au choix aussi, selon les préférences des utilisateurs, ça peut être aussi
au travers d'une plage braille. D'accord? Donc voilà, une plage braille dynamique hein, qui va venir donner le contenu à l'utilisateur. On va pouvoir aussi trouver d'autres technos comme les technologies, les systèmes de commande vocale. Donc là, ça va concerner les personnes qui ont un handicap moteur qui les empêche de manipuler tout dispositif physique, hein, comme une souris ou un clavier. Donc ces utilisateurs vont pouvoir commander, piloter leur ordinateur à la voix, donc activer des contrôles à la voix sur leur ordinateur. Et puis à l'inverse, on a des personnes en situation de handicap qui n'utilisent pas de technologie d'assistance. Typiquement, ça va être les utilisateurs qui ont des problèmes de perception des contrastes. Hein. Donc pour ces utilisateurs-là, pas de technologie d'assistance. Donc c'est à nous de nous assurer que quand on conçoit le site, ça répond aux besoins de perception des couleurs de ces utilisateurs. L'accessibilité numérique, ça va toucher toutes sortes de handicaps et d'autres handicaps que je vais pas avoir le temps de détailler. Hein. Mais comme les troubles cognitifs, intellectuels, pareil, les troubles auditifs. Tous ces troubles-là sont couverts hein, dans l'accessibilité numérique. L'accessibilité numérique, c'est donc à la fois de prendre en compte les besoins des personnes handicapées et les spécificités hein, de leur technologie d'assistance et de construire des sites web en tenant compte de ces diverses conditions d'utilisation. Vous aurez des liens dans des petits liens qui vous détaillent tout ça dans le support. Tanguy, on peut passer à la diapo suivante. D'accord. Super. Voilà, on va parler maintenant un petit peu du contexte légal, parce que c'est comme l'accessibilité du bâti, c'est quand même un domaine qui est réglementé en France, hein, et même au niveau international et européen, on va le voir. Donc l'accessibilité, de manière générale, que ce soit le bâti ou l'accessibilité numérique, évolue dans un contexte international de reconnaissance des droits des personnes handicapées. Donc moi, je voulais juste rappeler, même si on ne va pas en rentrer dans les détails, mais rappeler la Convention internationale des droits des personnes handicapées. C'est un texte très important, qui a été publié en 2006 par l'ONU. Donc cette convention, elle vient fixer les règles générales que vont devoir suivre les États membres pour faire respecter ces droits. Hein. Elle vient pas donner des droits, elle vient imposer aux États membres de les faire respecter. Donc ça, c'est un texte important, important à avoir en mémoire. Et en France, l'accessibilité numérique, ça va être le même texte de loi que celui qu'a cité Thierry. Hein. C'est la loi du 11 février 2005. Et l'accessibilité numérique, elle est couverte par l'article 47 qui impose aux services de communication publique en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent d'être accessibles aux personnes handicapées. Donc la loi de 2005, pour l'accessibilité numérique, elle ne concerne que les sites qui sont édités par les organismes du secteur public, pour parler grossièrement. Et puis en 2009, hein, en juillet, on a eu un nouveau décret qui est venu étendre ce champ d'application au domaine privé et imposer cette conformité à l'accessibilité numérique pour les entreprises du privé dont le chiffre d'affaires dépasse le seuil de 250 millions d'euros par an. Donc bien évidemment, les organismes de formation du secteur privé vont pas être soumis à toutes ces obligations, sauf à répondre de ce chiffre d'affaires, évidemment. Néanmoins, je tiens à le préciser, puisque on a tendance à l'oublier, c'est qu'en tant qu'employeur, par contre, les organismes de formation sont soumis à une obligation de traitement égalitaire envers leurs salariés, donc lors de leur recrutement, envers leurs salariés et lors des recrutements. Par exemple, refuser un poste de travail à une personne en situation de handicap au prétexte que le logiciel qui serait utilisé sur ce poste n'est pas accessible pourrait constituer une discrimination à l'embauche. Et de même que refuser d'adapter le poste de travail d'un de vos salariés qui sera en situation de handicap pour constituer un défaut d'aménagement raisonnable. Donc, quoi qu'il en soit, quelque part, l'accessibilité numérique, vous allez la rencontrer, que ce soit avec vos salariés ou avec vos formations. On va en parler après. Je continue ? Oui, continue. Et là, ça répond bien à la question du MOOC, etc. Donc, on a perdu le diaporama, là, on a perdu, voilà, le Tanguy. On a perdu Tanguy. C'est ça. Je continue quand même, Michel ? Continue, Ça marche. oui. Je vais quand même continuer. Je vais remettre, alors tant pis s'il est flou, hein. Ah, peut-être. Tanguy revient. Voilà. Non, Tanguy est revenu. Parfait. Merci Tanguy. Super, on reste là. Merci Tanguy.
Voilà. Alors, juste, attends, quand même, avant de reprendre Vas-y. Audrey, il nous reste un petit quart d'heure. Juste, est-ce qu'une fac sera mise à la disposition? Peut-être qu'on fera une fac, oui, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, merci de nous le suggérer. On nous suggère facile-it.fr. Et Non. puis Mhm. Orange qui vient de mettre en ligne, c'est Pierre-Henri qui nous informe là-dessus, il m'a envoyé ça tout à l'heure ou même hier soir. Orange a mis en ligne quelque chose, alors je ne retrouve pas l'adresse dans le chat, mais c'est très intéressant, ça s'appelle Confort Plus, je crois, voilà, Pierre-Henri, voilà, Confort Plus d'Orange, confort-plus.orange.com. Alors, je m'étendrai pas sur le sujet parce que c'est un très long débat. Enfin, à part Confort Plus, mais Facility, c'est un autre sujet. Mais C'est un autre sujet, d'accord. ces outils-là, ils sont créés pour donner du confort supplémentaire aux utilisateurs, mais ils ne permettent aucunement de rendre accessible vos sites web. Bonne réponse. C'est tout ce Voilà, que je peux d'accord. dire. Oui, oui, Là, oui, on n'a oui, pas le oui. temps de. Et rendre accessible le support, c'est une obligation pour les Ça. administrations, c'est une obligation pour les sociétés qui font plus de, je sais plus combien de Ça. millions de chiffres d'affaires. C'est une règle européenne. D'ailleurs, on a expliqué ça très bien à France Compétences, hein, lors du dépôt de la certification, rendre son site web accessible. Et effectivement, ça apporte du confort, mais ça ne résout pas le problème de Non, l'accessibilité voilà, ces qui doit être outils-là, résolu par le site, l'application elle-même. c'est ça. Pardon, Audrey, à toi. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Du coup, là, on va parler un petit peu plus en détail sur ce que c'est de rendre accessible un document et après, on va parler de la prestation de formation dans sa globalité et de l'accessibilité numérique, comment elle s'inscrit. Donc, pour que les technologies d'assistance, comme on les a un peu décrites tout à l'heure, fonctionnent correctement avec votre site web et pour vous assurer que votre site web prend en compte une majorité des besoins utilisateurs, il y a un premier outil à votre disposition, c'est en fait l'outil central, hein, c'est l'outil de notre métier, c'est le RG2A, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité qui est aujourd'hui dans sa version 4. Voilà, c'est un référentiel technique qui se fonde sur une norme internationale qui s'appelle WCAG, hein, c'est une norme internationale qui est éditée par un organisme international de standardisation qui est le W3C. C'est pas n'importe quel organisme, c'est l'organisme qui rédige de nombreux langages et principes qui gouvernent la conception du web. C'est eux, par exemple, pour ceux qui connaissent, qui éditent la spécification HTML ou la spécification CSS. Voilà. Donc c'est le W3C qui rédige et publie les normes WCAG sur lesquelles se base le RG2A. C'est le consortium C'est ça. 3W, Ça. consortium. Hein, voilà. C'est World Wide Web Consortium. World Wide Web Consortium. C'est ça, je voilà. voulais pas vous montrer mon accent anglais. Non, mais on fait des singes savants un peu de temps en temps. Ça marche, pas de problème. Quand on sait. Et donc par ailleurs, cette norme WCAG 2.1, elle est également prise en compte dans le droit européen. Michel, tu l'as dit. En effet, on va pas rentrer dans les détails parce que ça devient un peu trop technique, mais on a aussi une directive européenne relative à l'accessibilité des sites web mobiles, et des applications mobiles qui est parue en 2018. Et cette directive aussi s'appuie sur la norme WCAG 2.1. Donc vraiment, le contexte, il est national, européen, international. L'accessibilité numérique, c'est vraiment quelque chose de cadré en vrai. Voilà, donc on a ce RG2A en France qui est un super outil. Et c'est un référentiel qui va autant nous permettre d'évaluer la conformité à la norme, hein, du coup de savoir si on est conforme à la norme. Et puis c'est aussi un outil qui va nous permettre de créer des supports numériques accessibles, puisqu'en fait il vous donne la marche à suivre pour corriger, pour faire des contrastes de couleurs conformes, etc. Donc c'est un outil vraiment central dans notre métier. Hein. Et puis c'est une référence légale, hein, tout simplement. Pour rendre un document, pour rendre un support numérique accessible, on va toucher à peu près toute la chaîne hein, de création d'un document. Ça va du cadrage du projet, c'est-à-dire le choix des technologies, les plateformes qu'on va utiliser, les interactions de l'utilisateur qu'on va définir. Est-ce que ça va bien marcher avec les technos d'assistance? Est-ce que mon utilisateur va vraiment s'y retrouver? On va aussi toucher le design. Ok, donc les contrastes de couleurs des textes, on a des ratios minimum requis
pour les contrastes de texte et puis pour les composants graphiques aussi, on a des minimums requis. On a aussi des obligations sur les positionnements des étiquettes de champs de formulaire, par exemple. Et puis, on a aussi des requis sur les informations véhiculées par la couleur. Donc, pour les informations véhiculées par la couleur, typiquement, c'est pour les utilisateurs aveugles qui n'ont pas accès à la présentation visuelle. Donc, si vous commencez à mettre de la couleur pour catégoriser des informations, votre utilisateur aveugle, il ne va pas avoir accès à cette information. Donc, comment on fait à ce moment-là? Donc ça en fait partie. On va aussi toucher le développement. Bon, là, c'est un gros sujet aussi, le développement. On va s'assurer que tous les composants interactifs ont un intitulé, par exemple. S'assurer que le site reste lisible et utilisable selon les préférences de l'utilisateur, puisqu'on a des utilisateurs qui vont avoir besoin de zoomer, de changer la couleur du texte, d'augmenter l'interlignage. Donc, est-ce que quand j'ai modifié tout ça, mon site reste lisible et compréhensible? Et puis, les contenus éditoriaux, ce que vous allez publier. Vous avez un blog, vous avez des cours en ligne que vous écrivez, vous publiez des vidéos, vous publiez des documents. Tout ça, ça doit être accessible. D'accord? Les vidéos, c'est un sujet très complexe, enfin plutôt qui peut être très lourd à gérer si c'est pas géré en amont, hein, puisque sur les vidéos, on va demander des alternatives textuelles, on va demander des sous-titrages synchronisés, on va demander des audio-descriptions. Donc tout ça, il faut l'avoir pensé en amont quand on crée une vidéo, d'accord? Les documents bureautiques doivent être accessibles, etc. Et donc c'est ça qui est parfois le plus difficile dans l'accessibilité numérique, c'est pas tant de rendre accessible, c'est de garder accessible. Donc parce qu'une fois qu'on a bâti sa structure accessible, on va aller l'alimenter avec du contenu. Il faut s'assurer que ce contenu il demeure accessible et que tous mes contributeurs aient publié du contenu accessible. Donc ça c'est quelque chose qui peut être plus problématique en fait que de rendre accessible, c'est bien de conserver accessible. Et du coup, je finis rapidement sur le processus de formation dans sa globalité. À quel moment l'accessibilité numérique elle peut intervenir dans cette prestation de formation? Et bien à peu près partout, en vérité. Ça va partir de l'information sur vos formations. Est-ce qu'elle est accessible, cette information? D'accord? Si vous publiez vos programmes au format PDF, est-ce que ces PDF sont accessibles? C'est-à-dire que est-ce qu'un utilisateur aveugle qui utilise un lecteur d'écran, il peut les lire? Est-ce qu'un utilisateur qui a des problèmes de perception des contrastes, est-ce qu'il va réussir à les lire? Donc ça, c'est important. Si vous utilisez un site web, est-ce que les fiches programmes, elles sont accessibles? À défaut, est-ce que vous proposez des alternatives? Ça aussi, c'est quelque chose qui est envisageable. C'est-à-dire que si vos PDF ne sont pas accessibles, est-ce que vous êtes en capacité de fournir une alternative aux gens qui vous le demanderaient? Donc, par exemple, un document Word correctement structuré avec des titres, c'est une alternative accessible, d'accord? Donc, sans parler que si vous disposez, par exemple, que d'un catalogue papier, là, on va avoir un gros problème. Je pense que peu de gens aujourd'hui sont dans le cas, même si peut-être qu'on a encore des organismes de formation qui le sont. Mais il faut savoir qu'un support papier, c'est absolument inaccessible pour un utilisateur aveugle, par exemple. Les moyens de contact aussi, il va falloir veiller aux moyens, enfin, il faudrait veiller dans le meilleur des mondes à tous vos moyens de contact. Donc, si vous avez un formulaire en ligne, le formulaire est-il accessible? Si c'est un PDF interactif, est-ce qu'il y a une alternative à ce PDF? Les PDF interactifs, ça peut être assez compliqué à rendre accessible. Si c'est un PDF à remplir à la main et à renvoyer, là, c'est problématique encore une fois, hein, pour des utilisateurs aveugles notamment. Et puis, si vous mettez qu'un numéro de téléphone à disposition, est-ce que vous avez prévu une alternative, hein, parce qu'on va avoir des utilisateurs, des potentiels stagiaires sourds ou muets qui préfèrent vous contacter par un autre moyen que par le téléphone, puisqu'ils ne sont pas forcément à l'aise à l'oral. D'accord? Donc ça, c'est pareil. Il faut éviter d'avoir que le numéro de téléphone comme contact unique. Et puis enfin, vos supports pédagogiques. Ça, c'est important. Évidemment, qui doivent être accessibles ou, à défaut, disposer d'une alternative accessible. On a eu un cas d'échec chez nous. On a notre collaboratrice qui est aveugle, qui veut suivre une formation, et donc elle reçoit le support de formation qui est absolument pas accessible. Et donc là, c'est très problématique puisqu'elle ne peut pas accéder au contenu du support pédagogique.
Et si vos supports pédagogiques sont pas accessibles, c'est toujours pareil. Soit on les rend accessibles, soit on fournit une alternative accessible. Donc ça, c'est bien à garder aussi. Et puis les formations à distance, alors là, c'est tout un chapitre, hein, parce que là, ça va combiner l'accessibilité de l'interface et puis l'accessibilité du contenu. Hein. Et l'accessibilité éventuellement de la plateforme, C'est parce qu'on ça, a eu une question là-dessus. Bah, quand je vais sur une plateforme, tout à fait. avant d'aller sur la plateforme, ça peut être un critère de sélection de la plateforme. Tout Hein. à fait. Ça, c'est important. Voilà, la plateforme, il faut qu'elle soit évidemment accessible. Ça peut être un critère de choix. Ok. Il n'y a pas forcément de plateforme qui soit entièrement accessible. Enfin, des LMS, par exemple, j'entends qui sont entièrement accessibles. Oui, des LMS, oui, bien sûr. Donc voilà, donc effectivement, c'est un critère de choix. Et puis, toujours pareil, veillez au contenu que vous allez mettre dedans, hein, je vous l'ai dit. Il y a les systèmes de visioconférence aussi, auxquels il faut prêter attention si vous faites des classes virtuelles. Donc dans un système de visioconférence, bah, tous les systèmes de visioconférence sont pas accessibles. Nous, chez Access42, on utilise Zoom, par exemple. Alors pour des utilisateurs aveugles, a priori, c'est satisfaisant en termes d'accessibilité. A priori, Skype aussi, dans des formes applicatives sur mobile, c'est accessible. J'ai pas tout le détail de tous les systèmes de visioconférence, mais c'est pareil, c'est des choses à prendre en compte. Parce que si vous faites des classes virtuelles avec des utilisateurs qui ont besoin d'utiliser leur technologie d'assistance, ou des solutions techniques, hein, on peut aussi avoir des utilisateurs sourds ou malentendants qui vont requérir par exemple un sous-titrage en direct. Donc, est-ce que la plateforme qu'on utilise pour la classe virtuelle, elle permet ce sous-titrage en direct, par exemple, ou une interprétation en LSF. Et puis, je continue. Michel est parti, c'est ça. Je termine bientôt. Donc, la plateforme de diffusion et puis aussi l'évaluation finale. Hein, quand vous faites soit l'évaluation de satisfaction, soit les examens de certification, là, c'est pareil. Il va falloir veiller à tout ça. J'espère que tout ça, ça vous a un peu éclairé sur l'accessibilité numérique. Michel revient. Oui, oui. Tu es là, Michel. Tu as fini, Audrey, c'est ça? Oui, oui, oui. Je Oui, pensais oui. que tu avais Donc, disparu. on arrive à 57 minutes C'est bientôt. pour Là, ça. bah, Moi, c'est bon. Donc, voilà, je réponds à vos questions. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions sur effectivement toutes ces obligations qui nous sont décrites par Thierry, qui nous sont décrites par Audrey. Alors, est-ce qu'il faut démontrer tout ça dans Calliope, etc. Et nous sommes au moins deux ou trois ou quelques-uns à dire dans le chat que Calliope, on est dans un audit de processus et pas dans un audit de contrôle. Donc, on vient pas contrôler que vous aviez fait réglementairement ce qu'il fallait pour, mais que vous êtes impliqué dans une démarche ouverte sur ces questions-là et que si une personne en situation de handicap vous contacte, eh ben vous êtes en mesure de lui apporter des réponses ou de l'orienter. Hein, le mot orienter, il est bien écrit dans Calliope. Et si vous êtes capable de l'orienter vers une recherche de solutions, eh bien vous devez avoir une liste de partenaires à votre disposition pour être capable de rechercher une solution avec lui, pas pour lui. Et puis, si vous avez un référent handicap à l'intérieur de votre établissement, eh bien, c'est ce référent handicap qui va s'occuper de chercher les solutions. Et comme nous l'a dit très bien la semaine dernière Pauline Baumgartner, le mois dernier, hein, dans le webinaire du 16 avril, eh bien, c'est le référent handicap en même temps ne devient pas un accompagnateur des personnes handicapées. Le référent handicap ne se substitue pas au travail que doivent faire des personnes de l'AGFIP et de toutes ces associations auprès desquelles vous devez vous faire connaître ou vous renseigner, ou au moins avoir la liste du réseau d'un réseau partenaire autour de vous auquel vous pouvez vous adresser. Et c'est ça le processus. Il ne s'agit pas parce que vous n'avez pas la possibilité de répondre à toutes les situations de handicap non plus. Hein. Donc, comment faites-vous quand on vous contacte pour ça? Et quand vous allez dans une entreprise pour une formation en intra et qu'on vous a signalé attention, lors de cette formation, il y a une personne en situation de handicap, quelle est la réponse que vous apportez avec le chef d'entreprise, avec la personne, etc. Comment vous prenez ça en considération? Et il y a des indicateurs dans Calliope, on vous dit
Et s'il y a une personne en situation de handicap là, l'avez-vous déjà eu cette situation? Comment avez-vous répondu? Comment répondez-vous? Voilà. Donc voilà, j'arrête sur Calliope, mais c'était l'éclairage que je voulais apporter aujourd'hui avec Thierry et Audrey sur la question de l'accessibilité, parce que il y a des choses qui sont très précises sur tous les organismes de formation qui sont propriétaires et qui ont des règles absolues qui concernent le bâti, que quand on est indépendant, qu'on n'a pas de locaux, comment fait-on que lorsque l'on fait que de la formation 100% à distance, comment fait-on? Donc c'est pour ça que j'ai voulu mêler un peu ces deux questions qui sont très liées l'une à l'autre. Hein. On a eu beaucoup de discussions pour préparer ce webinaire avec Thierry et Audrey qui disaient « Ah, mais j'empiète sur ton terrain », puis on disait non, mais bon, en fait, on voit bien que les deux questions sont intimement liées parce que ce qu'on vous demande, c'est l'accessibilité de votre prestation de formation. Comment rendez-vous votre formation accessible si une personne en situation de handicap se présente? Vous n'avez pas la solution, qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour en trouver une? Pas forcément chez vous, peut-être ailleurs, mais le réseau AGFIP est là pour vous aider à cela. Tout à fait. Pas d'autres questions? J'ai essayé de répondre, moi, aux questions qui étaient dans le chat. Donc, Vas-y, Thierry. j'en vois pas beaucoup d'autres. Ben, notamment, c'est vrai que on demande si c'est la loi de 94. Alors, justement, j'ai dit il y a beaucoup d'imprécisions. C'est ça qui fait qu'on ne sait pas trop comment le faire. Alors, on peut proposer aux établissements qui sont volontaires d'aller plus loin. Et dans ce cas-là, on se fait sa propre grille basée sur la réglementation des ERP et on propose ce qu'on appelle la qualité d'usage, parce qu'on n'en a pas parlé, mais pour aller au-delà de la réglementation, on va parler de haute qualité d'usage ou de très haute qualité d'usage pour certains labels. Et du coup, on est au-delà des réglementations. C'est comme si on était sur la réglementation 2030. Donc, n'ayons pas peur d'aller plus loin et de proposer aussi à nos clients d'aller plus loin. C'est ce que font les labels et certaines certifications. Bien sûr. Donc, c'est vrai qu'il y a des questions qui débordent un petit peu. Aujourd'hui, le sujet, c'était l'accessibilité des bâtiments et du numérique. C'est pour ça qu'on n'a pas débordé justement sur les références. Non, mais c'est bien, quelqu'un nous rappelle dans le chat qu'il y a aussi l'indicateur 17 qui parle effectivement de mise à disposition de locaux adéquats, adaptés, etc. C'est aussi cet indicateur 17. C'est vrai que la question du handicap, je sais que c'est le certificateur ICERT, je crois qu'il en a compté 11 indicateurs où on fait référence à la question du handicap. Donc, c'est pas seulement l'indicateur 26. Hein. Et l'indicateur 17, vous avez raison de faire remarquer qu'il fait aussi partie des questions puisqu'il dit le prestataire met à disposition et s'assure de la mise à disposition des moyens techniques adaptés à un environnement approprié. Eh ben oui, si vous avez des personnes qui sont en situation de handicap, que faites-vous pour que le jour où cette personne vient, ben, il y ait des locaux qui soient appropriés, hein, ce qui ne signifie pas que vous avez la réponse en permanence. C'est pas tout à fait pareil. Et puis, c'est quel type de handicap, là, bien évidemment. Quand dans la question des locaux, on n'a que en tête la personne des situations, des personnes à mobilité réduite. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est donc l'accessibilité de vos prestations et pas seulement du bâti. Je crois que à la fois Audrey et Thierry l'ont bien souligné, et Pauline et Bruno le mois dernier également. On va devoir arrêter là parce qu'on a dépassé l'heure. Enfin, on est à 1h03, c'est pas beaucoup. Merci. Alors, Benoît. Il y avait aussi une remarque sur le personnel. Alors, bien sûr, quand on est dans le code du travail, c'est aussi bien les stagiaires que le personnel qui sont pris en compte. Mais on n'est plus dans l'ERP. Voilà. Le code du travail ne prend pas en compte que, bien sûr, les stagiaires, mais aussi les formateurs et le personnel. Alors, Cathy nous demande un webinaire spécial accessibilité numérique. Quand vous voulez. Voilà, ben bon, on le fera peut-être. Alors, en tout cas, avec CFS+, on verra. On peut peut-être faire ça dans un autre cadre que Webikeo dans ce cas-là, on verra. Merci à tous. Je vais couper ce webinaire. Merci Thierry.
pour toutes vos interventions. Merci Audrey. Vous pouvez télécharger le document qui reprend Tanguy, si on peut avancer à la diapo suivante. S'il est encore là, Tanguy, si on peut avancer, hop. Je sais pas, il a plus l'air d'être là. Bon, bah, c'est pas grave. La dernière diapo vous donne rendez-vous le 25 juin à la même heure, ici même, voilà, avec Aurélia Bollet. Aurélia, elle, bah, des questions d'accessibilité numérique qu'on est bien aussi, puisque Aurélia, elle, est déléguée générale du FOD, le Forum des acteurs de la formation digitale, de la formation à distance. Et le FOD a fait plein de choses intéressantes. Je vous conseille FFFOD, hein, 3 fois la lettre F, od.org, et je vous conseille vivement de télécharger en particulier le document sur le bilan, enfin la présentation annuelle des LMS, hein, des Learning Management Systems. Et puis, nous serons aussi avec Vincent Cibois. Et alors, l'objet du webinaire du 25 juin, c'est le confinement et après. C'est-à-dire, après cette période de confinement, que va-t-il rester de cette ébullition que tout le monde se met à faire de la formation à distance? Et puis, que pendant cette période de confinement, nous avons un certain nombre de textes réglementaires et de textes de loi qui nous sont tombés sur la tête, lesquels vont rester, lesquels vont disparaître. Donc voilà notre prochain webinaire du 25 juin. Merci encore à toutes et à tous. Le document est en téléchargement, ce document-là, avec une petite présentation des activités de l'IS Access et d'Access 42. Merci Thierry, merci Audrey. Merci Michel de nous avoir invités. Et puis merci à tous et à toutes d'être là. Puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.